Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job. Votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours, du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles. Évidemment, aujourd'hui, Bien dans son job, on s'intéresse à la négociation. C'est une technique, mais vous le verrez, c'est aussi un art. On va en parler avec Jean-Édouard Grézy, anthropologue, conférencier au cabinet Alter Négo. Il est notre invité. Un jeune, une solution, une entreprise qui s'engage chaque semaine pour l'emploi des jeunes avec aujourd'hui la DRH de Septodon. Et cette entreprise embauche, elle nous dévoilera les postes et les fiches de poste. Et puis le cercle RH, aujourd'hui, notre débat autour de la place des personnes handicapées dans l'entreprise. C'est souvent plus difficile d'ailleurs pour un jeune handicapé, un parcours du combattant, on va y revenir, pour accéder à l'emploi. Comment faire pour ouvrir grand les portes des entreprises? On en parlera avec des experts. Dans quelques instants, ce sera le cercle RH. Et puis dans Fenêtre sur l'emploi, la chambre franco-allemande de commerce et de l'industrie, eh bien, elle tend la main aux jeunes alternants. L'alternance, eh bien, c'est du Made in Germany. Pour découvrir eh bien, justement le monde de l'entreprise outre-Rhin, ce sera à la fin de notre émission. Tout de suite, c'est bien dans son job. Digreed, plateforme d'apprentissage personnalisée pour développer aujourd'hui les compétences de demain. Bien dans son job, et parfois pour être bien dans son job, il faut être bien dans sa négociation. C'est souvent un moment de tension, cette négociation. Alors pour les salaires, des négociations pour monter en grade, pour acquérir un marché, parce que souvent on négocie évidemment. On en parle avec Jean-Édouard Grézy. Bonjour Jean-Édouard. Bonjour. Merci de revenir nous rendre visite, parce que vous étiez venu il y a quelques mois, au début de l'émission et de la chaîne Bismart, anthropologue, conférencier et associé au cabinet Alter Négo. Je précise que vous êtes aussi médiateur, parce que vous venez de la médiation. D'ailleurs, juste un mot, la médiation, parce que c'est votre métier d'origine, et vous en faites d'ailleurs chez Alter Négo. Il y a de la négo dans la médiation ? Oui, on peut définir la médiation comme une négociation facilitée par un tiers. On est là pour recréer les conditions du dialogue, offrir un cadre sécurisé pour permettre à une négociation qui a échoué ou qui a bloqué de reprendre d'une certaine manière. Oui. La médiation, pour qu'on se le dise simplement, on a déjà fait quelques émissions sur ce sujet, c'est souvent des zones de conflit entre deux personnes, et votre boulot, c'est de dénouer tout ça, on est bien d'accord? Tout à fait. C'est des conflits individuels, conflits collectifs du travail. Et effectivement, il y a 3 temps. Il y a comment faire venir les acteurs à la table des discussions. C'est vrai. Ce qui n'est pas le plus simple. Ensuite, il y a la confrontation autour d'une table ronde. Et puis après, il y a un temps de suivi pour voir si effectivement ce qui a pu se dire fonctionne dans la durée. Vous ne dites pas résolution, vous dites suivi. Oui. Il n'y a pas de résolution dans une médiation ? Il peut y avoir des dimensions. Alors ça dépend en fait du sujet, mais dans les conflits du travail, il y a beaucoup de dimensions qui sont liées à l'informalité des échanges du quotidien, des incompréhensions, des mal-donnes, des choses, des problèmes de confiance. Et donc tout n'est pas affaire de protocole d'accord. C'est parfois juste des mots. Voilà, des mots, des reconnaissances, d'impact sur des comportements, des phrases qui ont pu blesser l'un ou l'autre. Et on va parler de la négo, mais vous me disiez que vous n'aviez jamais eu autant de cas de médiation depuis la rentrée de septembre, c'est-à-dire depuis la sortie Covid. Oui, c'est depuis septembre 2020. J'ai jamais vu. Jamais. Ça fait 20 ans que je fais de la médiation. Alors, le fait est que la médiation s'est développée progressivement parce que les entreprises n'en avaient pas vraiment connaissance. Ça a été développé aussi avec l'obligation de moyens renforcés des entreprises de faire face aux situations de souffrance au travail. Mais je pense que le Covid a augmenté la distance interpersonnelle, que tous ces moments de régulation informelle, de la pause café, de sortie de réunion... disparu. Voilà. Et du coup... paf, ça explose. C'est ça. J'ai même entendu un nouveau terme, le corona bug, c'est-à-dire le pétage de plomb suite au retour sur site. Le corona bug, c'est vrai qu'on ne l'avait pas encore entendu sur le plateau. On va garder ce mot. C'est le moment où on pose toute sa rage, son amertume quand on arrive au bureau, quoi. Ben c'est ça, les gens ont parfois enchaîné des visios, des frustrations, des frustrations, et puis ils se rendent... On dit rien, voilà. Et on garde tout ça, et puis un jour on le dit. C'est ça, il y a eu beaucoup moins de feedback qu'à l'accoutumée. Alors, la médiation, c'est de la négociation, mais pas seulement, parce qu'il y a la négociation commerciale, il y a la négociation avec son DRH. C'est quoi la technique? Parce que j'évoquais une technique, mais aussi un art. Oui. Donc ça veut dire qu'on peut passer de la technique à l'art. C'est exactement ça. C'est défini par justement comme un art et une science. C'est-à-dire que vous avez à la fois une dimension peut-être culturelle, et on n'est pas tous égaux à la naissance en fonction de là où on est. Et puis il y a une dimension effectivement même scientifique, parce qu'on sait que la manière dont on appréhende les choses en termes de méthode permettent d'aboutir plus ou moins bien.
Si je vous entends bien, il y a une sorte, pas de cahier des charges, mais de grille d'enchaînement d'idées ou de questionnements peut-être, qui font que si on suit ce chemin, on a toutes les chances de gagner. C'est pas aussi simple que ça. C'est un peu, pour moi, c'est plus proche du jazz. C'est-à-dire que du free jazz. Un peu. C'est-à-dire que ça. Plus on a fait ses gammes, plus on peut improviser dans un cadre, mais effectivement, plus on est capable d'élargir son répertoire de réponses. Il y a plusieurs clés, il y a plusieurs chakras, si j'ose dire le mot, qui permettent d'ouvrir son interlocuteur. Et si ça bloque à un endroit, on va pouvoir passer à un autre. Donc, on ne déroule pas une séquence qui est prédéterminée, mais on écoute beaucoup. C'est beaucoup un art de l'écoute, avant tout. Et à partir de là, on arrive à interagir de manière plus efficace. C'est un peu le métier de journaliste, ce que vous décrivez là. Bien sûr. C'est l'écoute, c'est accompagner et aller chercher. Les techniques clés, avant de parler de l'art, parce qu'effectivement, ensuite, l'art, c'est autre chose, mais les techniques que vous transmettez à ceux qui poussent la porte d'Alternego et qui vous disent, là, on a une négo importante, on ne veut pas la manquer. J'imagine que ça démarre souvent un peu comme ça. Qu'est-ce que vous leur dites? Qu'est-ce qu'on ne doit pas faire ou qu'est-ce que l'on doit faire à tout prix? D'abord, on travaille beaucoup sur la préparation parce que l'ennemi, c'est l'habitude. J'ai beau négocier avec quelqu'un que je connais bien, sans préparation, c'est difficile d'être bon. Donc, quel est son état émotionnel? Est-ce que c'est le bon moment, le bon lieu, etc. Donc, mais ça va jusqu'à ce niveau de détail. Oui, c'est stratégique. Vous avez beaucoup de négociations à fort enjeu qui vont même se jouer avant la date de réunion, qui se joue dans les couloirs, ce qu'on appelle du corridoring, où il va falloir déjà cartographier les acteurs de la négociation, savoir avec qui on interagit, avant d'arriver à la table des négociations. Du corridoring et donc un peu de lobbying, en fait. Ça peut être aussi une forme de lobbying. On peut s'adresser en informel. Tiens, tu vas demain à la négo. Ça peut être ça. Bien sûr. Mais ça peut être dangereux aussi. Ça peut être dangereux. C'est pour ça qu'il faut mettre l'effort. Mais ça dépend. En fait, plus les enjeux sont forts, plus la préparation doit être intense. Évidemment, quand je négocie des choses à peu d'enjeux, je suis sur une foire à tout, je ne vais évidemment pas préparer ma négociation. Ça reste de la négociation, mais c'est du jeu de marchandage. Une négociation à fort enjeu, il faut pouvoir étudier le marché, voir quels sont les concurrents, quels sont les protagonistes, quels sont les intérêts en jeu, élargir le répertoire de réponses et les modalités pour se mettre d'accord, donc faire œuvre aussi de créativité pour créer de la valeur à la table des discussions, légitimer son offre, etc. On va parler de votre livre parce que vous êtes penché sur des très grandes négociations, alors qu'il n'y avait pas des enjeux commerciaux, encore que, puisqu'elles avaient des enjeux territoriaux, donc de fait économiques. Ouais. Mais ça veut dire qu'au préalable, on peut déjà presque anticiper les points chauds. Quand vous recevez un client, vous dites là-dessus, ça va coincer, là, il faut inventer quelque chose. On le sent avant même que les protagonistes soient assis autour de la table, on le sait. Bien sûr. Enfin, on les devine, en tout cas, ces points chauds. Plus on prépare, plus on anticipe effectivement les points chauds, parce qu'il y a quand même souvent un historique sur les négociations sur lesquelles on travaille. Quand on travaille sur des négociations sociales... Il y a des rounds. Voilà. Oui. On a vraiment tout un historique, et donc on connaît quand même assez bien les acteurs, et effectivement, on anticipe beaucoup. Voilà. Après, sur des négociations toutes nouvelles, où il y a des appels d'offres, où les gens ont changé, parce que parfois ce sont des techniques de négociation, de changer vos interlocuteurs tout à fait. Pour qu'il n'y ait pas de lien qui se mettent en place, et justement... D'amitié, de fraternité, de complicité, je ne sais quoi. C'est ça. Ça, c'est ce qu'on appelle les approches distributives. C'est-à-dire où on est face à des interlocuteurs qui sont dans une approche court-termiste et qui essayent par... Voilà. Centrale d'achat de la grande distribution. Enfin, je ne sais pas, on parle de ceux-là qui sont les plus terribles, disons. Dans l'alimentaire, oui. Traditionnellement, oui. En France, c'est particulièrement difficile. C'est dur. Oui, bien sûr. Et ils changent. Ils les changent justement et le travail des commerciaux, des comptes clés en face, justement, c'est de créer du lien, de passer par la fenêtre quand on les a sortis par la porte, de faire tout le contraire de ce vers quoi on veut les enfermer. Tout à fait. Je ne voulais pas qu'on se quitte sans dire quelques mots de ce livre que j'ai parcouru, parce que ce sont des histoires on peut les croquer comme ça par morceaux. Alésia, Poitiers, Hastings, Azincourt, Marignan, Valmy. Vous êtes allés dans ce livre jusqu'aux accords de Matignon pour la Nouvelle-Calédonie. C'était Michel Rocard qui, on se souvient de ces images incroyables de Michel Rocard. Qu'est-ce qui relie tout cela, tous ces moments clés de la négociation qui ont changé notre histoire? Avec Éric Delay, avec qui j'écris ce livre, en fait, on a été fasciné par une phrase de Churchill qui disait plus vous regarderez loin dans le passé, plus vous verrez loin dans le futur. Et effectivement, tous les personnages clés qui ont fait les négociations absolument somptueuses dans l'histoire de France
passer leur vie à regarder ce qu'avaient fait leurs prédécesseurs. C'est-à-dire Catherine de Médicis s'inspirait de Louis XI, Mazarin de Catherine de Médicis. Comme les négos sociales, on s'inspire du précédent pour dire mais qu'est-ce qu'il avait fait lui sur le même sujet ? Et j'ai l'impression qu'on perd un peu cette culture historique de l'accord et que dans les livres d'histoire, on apprend beaucoup plus les dates que vous venez de citer, Azincourt, Marignan, etc., les guerres, alors que les traités de paix, Piquigny, le traité... Oui, c'est l'angle de votre livre, hein. Sont quasiment inconnus et effectivement ces accords ont été faits de manière confidentielle, donc c'est plus secret, c'est plus complexe, mais ça demande beaucoup plus d'intelligence de situation, de persévérance. Avant de nous quitter, Jean-Édouard Grézy, est-ce que ces éléments qui ont constitué votre livre, qui est une matière historique passionnante, peu connue d'ailleurs du grand public, parce que vous le dites, on connaît les grandes dates qu'on a apprises un peu par cœur et bêtement, mais les coulisses de ces négos, on ne les a pas apprises. Est-ce que ça vous sert, vous, ensuite, dans vos négos ? Est-ce qu'il y a des moments où vous dites, tiens, ça me renvoie à cette négo sur la préparation de l'édit de Nantes, je ne sais pas. Bien sûr, c'est ultra concret. Je vous donne un exemple. Dans une négociation difficile, quand le rapport de force est allé à son terme et que le problème, c'est comment arrêter la guerre sans perdre la face, eh bien, je me réfère à Louis XI qui a développé cette approche qui est comment créer un communiqué de victoire à son adversaire pour qu'il renonce au combat sans perdre la face. C'est ce qu'il a fait avec Édouard IV, le roi d'Angleterre, pour mettre fin à la guerre de 100 ans qui n'en finissait plus parce que ça devenait aussi une question d'honneur à la fin. Ce que vous dites là est intéressant dans la négociation contemporaine économique et commerciale. Il faut que tout le monde sorte la tête haute, il ne faut pas qu'il y ait de perdants et de gagnants. Vous êtes d'accord avec cette idée-là ? Sinon, c'est l'humiliation et ça ne marche pas. Bien sûr, si on est sur du one-shot ou voilà, et puis il y a des impacts réputationnels. Et je suis convaincu que sans un minimum de coopération, on est incapable d'être réellement créatif pour créer de la valeur ensemble. Donc il faut créer une relation de confiance et après, effectivement, être aussi compétitif pour se répartir la valeur quand on a créé de la valeur. En quelques mots, c'est passionnant ce que vous nous racontez parce que c'est finalement un spectre assez peu connu, voire même secret. J'imagine que ce sont des choses un petit peu Alternego ne communique pas sur les stratégies de négociation de son client. Évidemment, non. Ça dure combien de temps ? Quand vous préparez votre client à une négo, c'est quoi la durée d'une préparation ? Grande négo, hein. Ouais, on passe en général une demi-journée en moyenne avec nos clients à préparer les négos. Après, ça peut être plus, mais on considère en moyenne qu'il faut 2 fois plus de temps de préparation que de temps de négociation. Voilà, pour vous donner un ordre de grandeur. 4 heures de face à face, c'est 8-10 heures de travail en amont. Dans l'absolu, oui. Après, nous, on arrive, les dossiers sont déjà souvent préparés sur le fond, donc on arrive sur la méthode, la forme, le process. Hein. Ouais. Mais c'est vrai que c'est un sujet qui est absolument central. Quand on voit, par exemple, que François Dupuis définit le management comme comment faire en sorte que les choses soient faites, on peut dire que la clé, c'est de savoir négocier au quotidien. Merci Jean-Édouard Grézy d'être venu non pas négocier avec nous, mais nous présenter vos activités de négociateur chez Alternego, mais aussi de médiateur, parce qu'on l'aura compris, vous avez une grosse part de vos activités en ce moment qui sont dans la médiation. Votre livre, 7 négociations qui ont fait l'histoire de France. Merci d'être venu, vous l'avez écrit avec votre collègue Delay. Le Delay, oui. Le Delay. Merci d'être venu nous rendre visite. À très très bientôt, j'en suis sûr. Merci. Tout de suite, Un jeune, une solution qui est notre partenaire. Eh bien, chaque semaine, une entreprise qui s'engage pour l'emploi des jeunes. Et nous accueillons cette entreprise tout de suite, juste après le jingle. Un jeune, une solution, chaque semaine, une entreprise qui s'engage pour l'emploi des jeunes. Et nous accueillons Suzanne Faria. Bonjour Suzanne. Bonjour. On est ravis de vous accueillir, DRH de Septodon. Oui. Alors c'est une très belle société française. Hein, tout à fait. Cocorico, de plus de 1700 collaborateurs. 1900, très exactement. 1900, vous voyez 1900 dans le monde. Ma fiche n'est pas à jour, c'est-à-dire que vous avez depuis embauché. Je ne sais pas si on a embauché depuis, mais on embauche beaucoup. Vous embauchez beaucoup, et on va en parler d'ailleurs. C'est une marque qui est peu connue du grand public, mais le grand public la connaît parce que c'est quand on vous injecte évidemment les cartouches d'anesthésiant quand on va chez le dentiste, on peut le dire. On a la chance d'aller chez le dentiste. Quand on a la chance de se faire injecter une cartouche, c'est une cartouche Septodon. Un produit Septodon, ça fait moins mal. Le Septodon fait moins mal. Encore que, on peut quand même repartir la bouche un peu de travers. C'est des laboratoires en France et dans le monde, on est d'accord, hein. C'est des laboratoires en France et dans le monde. Aujourd'hui, on a 4 sites de production en France, au Brésil, en Inde et aux États-Unis. Qui fabriquent donc en partie... Qui fabriquent en partie les anesthésiques dentaires. Les fameuses anesthésiques dentaires dont on ne va pas parler longtemps. D'y penser, ça me fait trembler. Vous êtes venu nous parler des recrutements parce que c'est une entreprise qui recrute. Un jeune, une solution, c'est notre partenaire.
D'abord, comment s'est passée la rencontre avec cette plateforme? Parce qu'après tout, le recrutement avant se faisait traditionnellement sur des sites, sur du recrutement papier, enfin, que sais-je. Un jeune, une solution, ça vous semble être l'outil adéquat? Alors ça nous a semblé être l'outil adéquat pour pouvoir diffuser nos annonces de manière encore plus large, puisqu'on le faisait déjà. On a des partenariats avec des écoles, on passe par les différents sites, les différents job boards qui permettent aujourd'hui de passer les annonces. Et donc ça nous a permis de diffuser nos annonces encore plus largement auprès des jeunes. Voilà. Là, concrètement, vous cherchiez quel profil en vous appuyant sur le site? Parce que l'intérêt de ce site, c'est l'offre et la demande se rencontrent et se parlent très rapidement. Sur cette plateforme, c'était des alternants, c'est des CDI, c'est des CDD, dites-nous tout. Tout, des alternants, des CDI et des CDD. Actuellement, tout. Combien de postes là vous recherchez? Parce qu'on est passé de 1700 à 1900, vous en recherchez encore? Au global, aujourd'hui, on a 60 postes ouverts au niveau de la France. Alors, on n'a pas 60 postes sur un jeune à solution, mais on en a beaucoup. On a à la fois des postes en CDD, des postes en CDI. On recherche des opérateurs, par exemple, de production. On recherche des techniciens. On recherche des préparateurs. Et ensuite, on va rechercher des alternants dans beaucoup de nos départements. On a 7 alternants encore aujourd'hui en recherche. Très bien. Que ce soit au niveau des affaires réglementaires, de la finance, du marketing, de la supply chain ou logistique. Donc on est toujours en recherche. Pour les affaires réglementaires, alors c'est la compliance pour les banques. Oui. Affaires réglementaires, évidemment, c'est des produits pharmaceutiques contrôlés par l'État. Qu'est-ce qu'il faut avoir fait comme étude, par exemple? C'est quoi le profil que vous recherchez là? C'est quel type d'études pour ce type de poste? C'est des personnes qui sont aujourd'hui en master, qui vont être différents. Ça peut être des masters scientifiques, des masters vraiment dédiés à affaires réglementaires, pour faire travailler sur tout ce qu'on va appeler les dossiers de mise sur le marché de nos médicaments, puisque les anesthésiques dentaires sont des médicaments. Les AMM. Tout à fait, c'est les ça. AMM. Les AMM, les fameuses AMM. En analytique, là, c'est plutôt, là, cette fois-ci, on bascule, on quitte le droit, mais on est dans la chimie, là. Là, on est dans la chimie. Là, on cherche des cœur du techniciens qui ont fait des BTS, des DUT, pour intervenir dans nos laboratoires d'analyse. Une fois que les produits sont faits, on analyse nos produits, on analyse nos matières premières, et ça, c'est dans nos laboratoires d'analyse chimique, effectivement. Opérateurs de production, j'imagine que ce sont des salariés qui sont disposés sur les chaînes, de production, qui sont sur les sites que vous avez cités. Vous parlez de postes en France, 60, pas uniquement d'ailleurs sur un jeune, une solution. Est-ce que vous ouvrez des postes, parce que ça, j'imagine que ça attire les jeunes, à l'international, parce qu'on évoquait le Brésil, vous avez des sites au Brésil notamment? Alors, on les ouvre pas depuis la France, même si on a eu... Mais ouvert depuis le Brésil? Depuis le Brésil, et même si on a eu l'occasion, et on travaille aussi sur la notion de VIE, donc pas forcément à travers la plateforme, mais pour pouvoir permettre à des jeunes diplômés en France d'avoir une expérience à l'international. Pourquoi l'alternance? Parce que j'ai envie de l'entendre de la bouche d'une DRH qui dirige un groupe français, mais international. C'est quoi l'intérêt pour vous? C'est qu'une fois que cette personne a pris les peintures de guerre de Septodon, en général, il est embauché, c'est ça l'idée? Alors l'intérêt, c'est celui-là. Déjà, c'est vraiment un engagement de l'entreprise et une impulsion de notre président Olivier Schiller de s'engager dans la formation des jeunes, de leur permettre de découvrir aussi le monde de l'entreprise. Et l'intérêt, c'est que c'est un vivier de recrutement qui est considérable. Aujourd'hui, depuis 2017, 20% de nos collaborateurs, de nos alternants, ont obtenu à la suite de leur alternance un poste en CDI ou en CDD. Donc ça fonctionne. Donc ça fonctionne, effectivement ça fonctionne. 60 postes, rappelons-le, en production, en affaires réglementaires, en analytique, en supply chain, on l'a pas évoqué, en finance, en paye, en marketing et en business compliance. Oui. On évoquait la compliance, il y a aussi les questions de compliance et de réglementation sur ces sujets-là. Donc l'entreprise cartonne. L'entreprise cartonne. C'est une belle entreprise, on a recruté près de 200 collaborateurs depuis le début de l'année et on prévoit encore beaucoup de recrutement l'année prochaine. Leader mondial, on ne l'a pas évoqué? Leader mondial de l'anesthésique dentaire. Voilà, faisons un petit cocorico. Leader mondial de l'anesthésique dentaire, 500 millions de cartouches par an. Aïe, aïe, aïe. 15 anesthésies qui sont faites par minute. Par minute. Voilà. Vous me faites mal. Voilà. Et évidemment, c'est utile, l'anesthésie, ça évite d'avoir excessivement mal quand on... Ça évite d'avoir excessivement mal et on travaille aussi sur la douleur puisqu'on travaille aujourd'hui sur des produits qui viennent limiter les effets de l'anesthésie après la piqûre. Non, mais il faut le dire, il y a tout un travail derrière. C'est un travail, on ne l'évoque pas parce qu'on n'a pas de poste ouvert actuellement. D'accompagnement pour trouver le bon produit qui fait qu'on a des alternants aujourd'hui au sein de nos équipes recherche et développement. Dans le R&D qui essaie de travailler. Donc c'est un produit qui serait comment finalement? Une fois qu'on a injecté et qu'on a mal, on prend un comprimé? Non, c'est de l'injection encore. De nouveau une injection, mais qui adoucit finalement les effets du fait de ne plus avoir de langue, cette sensation endolorie ou et c'est ça. anesthésie.
Exactement. Merci en tout cas de nous avoir rendu visite. Ce groupe français, rappelons-le, Septodon, 1900 salariés. Vous savez, j'ai fait une bêtise, j'avais dit 1700 et vous en êtes la DRH, Suzanne Faria. Merci de nous avoir rendu visite. 60 postes ouverts, faut-il le rappeler, en France, évidemment. On fait une courte pause, si vous en êtes d'accord, et on va, juste après cette pause, retrouver nos invités. On va parler des personnes handicapées. On va en parler à travers leur expertise, l'expertise de nos invités. On va parler des jeunes, notamment, qui, évidemment, un peu plus que les valides, ont beaucoup de difficultés à trouver un emploi. C'est compliqué pour eux, et on va en parler avec nos invités. C'est juste après cette pause. Le cercle RH, le débat quotidien de Smart Job, on s'intéresse aujourd'hui aux personnes handicapées et l'accès à l'emploi. On a déjà traité ce sujet, mais on va l'angler un peu plus aujourd'hui pour faire un focus sur les jeunes, les 18-30 ans, les 18-25 ans, ceux qui entrent sur le marché du travail et ils ont plus de difficultés que les valides à trouver un emploi, c'est compliqué. Comment faire pour que les entreprises ouvrent grand les portes à ces jeunes qui ont des diplômes, qui ont parfois tout qui va bien, mais qui peinent et qui ont plus de difficultés, en tout cas on le verra dans quelques instants à travers un sondage, qui ont plus de difficultés et mettent plus de temps à trouver un emploi. Et puis il y a plein de contraintes qui sont liées à la géographie, à la situation géographique et au type de poste proposé. On en parle avec mes invités. Flora Thiebaud, merci d'être avec nous. Merci de revenir sur ce plateau, parce que vous êtes déjà venu débattre avec nous. Psychologue clinicienne, cofondatrice d'Auti Consult. Auti Consult. On parlera donc de l'autisme et de l'entreprise qui n'a recruté que des personnes autistes. On est d'accord ? En tant que consultant. En tant que consultant. Après, dans le back-office, c'est-à-dire dans l'organisation. Mais les consultants sont tous des personnes autistes. Tout à fait. On a fait un titre sur l'autisme, une chance pour l'entreprise. Bon, on en parlera avec vous dans quelques instants. Avec nous, Didier Sartier, merci d'avoir répondu à notre invitation, directeur général de l'AGFIP, qui est l'institution qui organise, qui gère cette question de l'intégration des personnes handicapées au sein des entreprises, et puis qui organise aussi le fait qu'une entreprise paye au lieu d'embaucher une personne handicapée. Elle préfère payer. Il faut préciser qu'une entreprise de plus de 20 salariés est dans l'obligation d'avoir 6% de personnes handicapées, et lorsqu'elle crée son entreprise, parce que certains disent mais je ne peux pas, elle a 3 ans pour se mettre en règle. On en parlera avec vous dans quelques instants. Puis Jean-François Dufresne, merci d'être là, fondateur de l'association Vivre et Travailler Autrement. Dans le civil, vous avez eu une longue carrière chez Andros. Oui, c'est exact. Vous avez été un des directeurs, un des directeurs de chez Andros. Et puis vous vous êtes personnellement engagé aussi dans ce mouvement, parce que vous êtes concerné directement, votre fils. J'ai un fils autiste, et vous êtes mobilisé. On va en parler. Vous avez fait j'ai vu un webinar qui s'est pas mal passé. On en parlera avec vous dans quelques instants. D'abord, juste une question à vous, parce que c'est une question quand même qui est fondamentale. Comment vous dirigez la GFIP, c'est-à-dire c'est l'organisme et la tour de contrôle. Qu'est-ce qui fait qu'une entreprise préfère payer que de faire l'effort de proposer un poste adapté qui permette à une personne handicapée, physique ou pas d'ailleurs, parce qu'il y a aussi des personnes dont le handicap ne se voit pas, d'avoir un accès à l'emploi. Comment vous l'expliquez ? On peut l'expliquer de plein de manières. La première, c'est par méconnaissance, par finalement aussi préjugés, et considérer que finalement, ça va être compliqué d'embaucher une personne en situation de handicap. Voilà peut-être le premier réflexe. Et puis finalement, aussi, peut-être parfois aussi, que les compétences ne sont pas tout à fait adaptées à ce qu'ils recherchent. Et malheureusement, en France, on recrute aussi beaucoup par mimétisme. On recrute toujours les mêmes. On ne fait pas l'effort. L'endogamie. On ne fait pas l'effort d'aller chercher des profils variés. D'ailleurs, c'est un grand sujet aujourd'hui en France pour améliorer les recrutements, qui est celui de diversifier les recrutements, de travailler davantage moins au diplôme plutôt qu'aux compétences, au savoir-être, au savoir-faire, aux capacités au sein de l'entreprise. Et les personnes en situation de handicap ont toutes ces compétences et elles ont tout intérêt à aller les chercher aujourd'hui. Et c'est ce que font un grand nombre d'entre elles maintenant. Mais Didier Sartier, un mot, et je donne la parole à mes invités. Ils ont, j'imagine, un avis sur cette question aussi, mais je sais que ce n'est pas vous qui décidez, c'est le législateur, c'est évidemment le pouvoir politique, mais pourquoi ne pas augmenter un peu plus encore, comme on le fait pour le prix
paquet de cigarettes, on sait que c'est dangereux, on augmente le prix. Est-ce qu'il faut encore augmenter les cotisations des entreprises pour peut-être les toucher au portefeuille? Est-ce que c'est une piste ou est-ce qu'il faut passer par la pédagogie? Alors, les deux. Et vous l'avez demandé, ça a été fait. En 2018, la loi vient de changer et elle a d'ailleurs finalement augmenté l'incitation des entreprises, ou l'incitation financière, on va le dire comme ça, pour vous le dites gentiment. développer l'emploi direct. Et d'ailleurs avec un mécanisme qui fait que, et c'est la loi d'ailleurs est entrée en vigueur réellement en application en 2000, avec des contributions à verser cette année, en 2021, et avec un système qui fait que si elle n'embauche pas plus de personnes en situation de handicap, s'il n'y a pas plus de personnes en situation de handicap dans l'entreprise, eh bien les contributions vont monter. Une sorte de bonus-malus, en fait. C'est pas tout à fait un bonus-malus, mais c'est, disons, une réforme qui a augmenté cette contribution potentielle si l'emploi n'est pas réalisé, si l'emploi de personnes handicapées n'est pas réalisé, et qui progressivement va continuer. Pas progresser. Il n'y a pas le bonus. Il y a plutôt le malus, mais pas le bonus. Le bonus, c'est d'embaucher des personnes parce que ça apporte à l'entreprise. La diversité. Vous en pensez quoi, Jean-François Dufresne? Parce que l'association, c'est vous qui l'a pilotée, c'est vous qui l'avez montée. C'est quand même compliqué, on va le voir dans le sondage, parce qu'on est dans la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, là, du 15 au 22, pilotée entre autres par la GFIP et d'autres associations. C'est quand même compliqué quand on est un jeune. Alors, handicapé physique ou pas d'ailleurs, parce que l'autisme, pour le dire simplement, ce sont des personnes qui n'ont pas d'invalidité, voilà, c'est compliqué. Oui, il y en a 95% qui sont au chômage. C'est ça. Donc, ils ont quand même un peu d'invalidité, pour parler simple. Par contre... Non, mais je voulais dire par là que c'est pas forcément quelqu'un en chaise roulante, dans l'espèce de... Mais c'est beaucoup plus facile d'engager un bac plus 5 en chaise roulante qu'un autiste sévère non-verbal à déficience intellectuelle. Quand on parle de handicap, ça n'a aucun sens. Il y a autant de formes de handicap... que de personnes handicapées. Donc, si vous voulez, que d'environnement, etc. Donc, ce qui montre la complexité pour l'entreprise, si je m'autorise. Qui montre la complexité, qui explique totalement la complexité pour l'entreprise. L'entreprise, elle ira vers l'emploi des personnes handicapées quand elle en trouvera l'intérêt. Parce qu'il faut vraiment que ce soit un intérêt pour eux, pour elles. On peut les taxer, bien entendu, mais à un moment, ils ne vont pas engager une personne qui n'est pas adaptée pour échapper à la taxe. Oui, uniquement pour faire une forme de quota. Uniquement pour faire une forme de quota. Alors, je ne dis pas que l'incitation est inutile. Mais ceci dit, à ma connaissance, le chiffre de 6% n'est pas atteint à la moyenne nationale. On en est loin. On regarde les modes de calcul à un peu plus de 4 si on prend toutes les formes de... Toutes les formes. Toutes les formes de voilà, et ça n'a pas beaucoup bougé dans les dernières années. Pas beaucoup. Ça a été assez stable sur les toutes dernières années, mais en 10 ans, il y a eu un progrès relativement fort. Quelque part, dans les entreprises de plus de 20, 100 000 personnes ont été embauchées sur les 5 dernières années. C'est Jacques Chirac qui avait dynamisé quand même fortement les lois. Non, vous n'êtes pas d'accord avec ça? Non, je ne veux pas dire du tout que... Oui, bien sûr, c'est Jacques Chirac qui a joué un rôle avec la loi de 2005, absolument, tout à fait central dans la prise en charge des handicaps. Mais au bout du bout, je suis convaincu que c'est en convainquant les entreprises de l'intérêt des personnes porteuses de handicap ou vivant avec un handicap dans leur structure que ces personnes peuvent amener des choses que les non-handicapés n'amènent pas. Vous avez cité un cas, j'allais dire grave, je ne sais pas si c'est grave, mais le profil que vous avez fait d'un autiste avec cette description, le profil type que vous avez fait en début d'émission, c'est quelqu'un qu'on peut intégrer dans l'entreprise, c'est quelqu'un qui peut avoir sa place dans l'entreprise. Cette question, le chef d'entreprise vous la pose. Vous dit comment je fais concrètement. Je suis d'accord, mais comment je fais? Alors, c'est exactement la question. Il y a eu une étude qui a été faite cette année d'ailleurs, qui disait que 73% des chefs d'entreprise étaient prêts à engager des personnes handicapées ou étaient volontaires pour le faire, mais que les mêmes, enfin pas les mêmes, mais toujours le même chiffre de 73% disaient oui, mais on ne sait pas faire. Et on ne sait pas comment faire. Exactement. On ne sait pas comment faire. Donc, bien entendu, il faut accompagner les personnes handicapées, c'est très important, mais il faut aussi accompagner les entreprises à l'intégration des personnes handicapées. Évidemment. Et en particulier... Au regard des collaborateurs. Au regard de ce qu'il y a à mettre en œuvre pour pouvoir les accompagner éventuellement, ce qui est le cas des autistes sévères,
pour ne prendre que ces exemples-là. Mais je vais tout à fait dans la direction de M. Sartier. Flora Thiebaud, vous vouliez réagir, parce qu'on parle des autistes sévères, d'une sorte, pour le dire un peu directement, de peur, d'appréhension, enfin d'inquiétude, pour le dire. On se dit, oh là là, mais comment ça se passe chez vous dans votre structure? On a bien compris qu'une partie du back-office sont des gens valides, mais vos consultants sont des personnes autistes. Tous nos consultants donc, sont employés en CDI par Auticonsult. Chez nous, on a mis en place un système au niveau, plutôt des process de recrutement qui sont en marge justement de ce qui se fait actuellement, qui est quand même très très normopathe. Vous disiez, on a un peu tendance à recruter des clones, c'est vrai. Ben, c'est ça, on recrute des personnes sur... pas forcément sur ce qui sera attendu au quotidien dans leur emploi, mais avec des process très très généralistes, alors qu'il y a une diversité de profils, à la fois évidemment culturels, des expériences passées, des connaissances, des diplômes et tout, mais aussi au niveau cognitif, de son aptitude, au niveau, bien sûr, moteur, voilà. Et finalement, il y a aussi une énorme diversité de jobs qui sont censés aussi correspondre aux appétences, aux compétences de chaque personne, alors que les fiches de poste sont souvent un peu du copier-coller. Il y a 2 tiers copier-coller, puis le reste qui est spécifique à tel poste. Donc vous avez fait des postes très adaptés pour ces consultants. Je précise qu'ils se déplacent à l'entreprise, on est d'accord? Alors, ils se déplacent, ils sont consultants pour Auticonsult. Ils se déplacent sur des missions d'en moyenne 9 mois chez nous, jusqu'à 3-4 ans de missions chez des clients comme EDF, Airbus, IBM, Air Liquide, sont les grands clients et plein d'autres qui nous font confiance aujourd'hui. Après, c'est pas seulement qu'on adapte un poste à une personne, c'est qu'on va être réellement allé rechercher, évaluer en mise en situation les compétences d'une personne, être très à l'écoute de ses appétences et essayer de trouver un matching parfait. Et après, on parlait aussi de la limite. De ce qui retient les gens, c'est le manque d'information. Ou de compréhension, en tout cas. Le handicap. Mais je trouve qu'au moins à part égale, ce qui retient les gens, c'est le manque d'expérience. Dans n'importe où dans notre vie, ce qui va nous aider, ça va être les connaissances théoriques et l'expérience. Et il y a un vrai problème sociétal derrière ça qui fait que quand on arrive dans le monde de l'entreprise aujourd'hui, curieusement, la plupart des gens, on n'a jamais... Pour tout le monde, on est d'accord. Socialement, scolairement, à l'université, on n'a jamais été coude à coude à côté de 2 personnes qui ont un profil officiellement différent, soit lié à un handicap, soit visible ou invisible, à certaines différences en termes d'apprentissage, de compétences. Et c'est vrai que si on avait plus d'expérience, et c'est ce en quoi on croit aujourd'hui, à la fois Vivre et Travailler autrement et Auticonsult, on travaille beaucoup ensemble parce que l'idée, c'est qu'une fois qu'on a fait l'expérience d'une personne dans son atelier, dans son bureau, de la collaboration efficace avec une personne qui a un handicap sur lequel on a été informé, sur lequel on a été même formé pour favoriser une communication, une collaboration efficace, là, il y a un vrai changement. Et c'est des personnes qui plus jamais seront, je pense, aussi discriminantes qu'avant. Alors que leur balancer... ils deviennent même des ambassadeurs. Ça ne les aide pas à savoir comment faire. Bien sûr. Quelques mots sur cette semaine du 15 au dimanche 21 novembre, qui est la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, et le sondage de l'IFOP, où on voit quand même, et vous l'avez commandé, ce sondage, 7,6 mois de temps de recherche pour les jeunes en situation de handicap, contre 4,2 mois pour l'ensemble des jeunes. Et 82% estiment que le manque d'offres d'emploi, ça revient à ce que disait à l'instant notre invité, estime que le manque d'offres d'emploi proposant un environnement de travail accessible et adapté est une difficulté importante. Ça, c'est 2 items qu'on a choisis. Puis ensuite, il y a la difficulté de l'accessibilité aux villes, parce que certains disent, la première chose, c'est le job que je cherche, mais le deuxième problème, c'est qu'on ne peut pas, pour des raisons physiques, pratiques, m'envoyer trop loin. Donc il y a aussi le bassin géographique où on prend ces emplois. Qu'est-ce que vous en tirez de ce sondage? Vous dites qu'il y a encore beaucoup de travail chez les jeunes pour ouvrir la porte aux jeunes. C'est vrai pour les jeunes et c'est encore plus vrai et plus dur pour les jeunes en situation de handicap. Alors, on a voulu faire l'accent cette semaine sur les jeunes, notamment après aussi cette période compliquée qu'on vient de vivre, et on sait que les jeunes ont été particulièrement touchés, et donc on a voulu voir qu'en est-il pour les personnes en situation de handicap. Et on retrouve ces résultats-là, comme pour l'ensemble du public, où on dit la durée du chômage est plus longue, où on dit le taux de chômage est 2 fois plus élevé, et bien chez les jeunes aussi, même encore aujourd'hui, même après l'école inclusive d'une certaine manière, le temps pour eux aussi c'est difficile, ça reste difficile, et donc c'est aussi donner cette information, cette connaissance qui fait qu'il faut être attentif aussi, même pour les jeunes en situation de handicap, comme vous l'avez dit, 2 fois plus long pour trouver un emploi, et même il y en a un tiers d'entre eux où c'est plus de 7 mois. Plus de 7 mois. 7
7 mois, c'est la moyenne. Hein. 7 mois, c'est la moyenne. C'est la moyenne. Et pour un tiers, c'est plus de 7 mois. Jean-François Dufresne, 50% de ces jeunes, dans le sondage IFOP commandé par la GFIP, disent qu'ils ont fait l'expérience de discrimination lors de leur recherche d'emploi. Et puis, dans un autre item, ils expliquent que le regard des jeunes sur eux est souvent moqueur, difficile à vivre. C'est un moment difficile à vivre, ce passage-là. Comment vous regardez cette question de discrimination ? Là aussi, qu'est-ce qu'on fait ? Vous convoquez tous les DRH ? Comment on fait concrètement ? Ce qui est intéressant, c'est d'avoir des outils. Pourquoi vous me parlez de DRH et pourquoi vous me parlez d'entreprise ? Moi, j'ai envie de vous parler de la société en général. Pourquoi y a-t-il discrimination dès le début à l'école ? Oui. Regardons ce qui se passe autour de nous, ne serait-ce qu'en Europe, où on a une situation bien différente de ce qui se passe ici en France. Et on ne peut pas dire que ça soit la faute des derniers gouvernements qui ont fait des efforts très importants pour faire de l'inclusion. C'est un problème culturel, c'est un problème sociétal. C'est un problème culturel, sociétal, systémique. On est aujourd'hui condamné par l'ONU pour institutionnalisation systémique. Ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire qu'en pratique, on a tendance à institutionnaliser les handicapés, à les mettre dans des institutions où ils vont se retrouver entre eux. Et après, on va parler de société inclusive. Il y a un espèce de truc là. Et ce n'est pas que la volonté politique ne soit pas là, car elle est là. Mais il faut faire bouger l'ensemble du système. Mais vous êtes un père de famille. Vous, à titre personnel, l'association, c'est un élément important parce que, au-delà de l'autisme, vous travaillez sur l'intégration des personnes handicapées dans notre société. Mais comment vous l'avez vécu à titre personnel, le fait que vous vous êtes battu déjà vous-même pour trouver un emploi à votre fils ? Comment ça se passe pour lui, par exemple ? Écoutez, moi on m'a dit, quand mon fils est arrivé à 20 ans, et c'est les sachants, les médecins, les MDPH, etc., on me dit, alors je vais le faire horrible, hein, on m'a dit votre fils est un crétin qui ne fera jamais rien de sa vie. Comme ça ? Pas dans ces mots-là, loin. Mais c'était très proche. C'était très proche. Ils ont dit déficient intellectuel. Enfin bon, passons. Donc c'est très humiliant à entendre pour un père aussi, par ailleurs. Vous savez, quand on a un enfant autiste, on n'est plus humilié depuis longtemps. Hein. Ça fait longtemps qu'on arrête d'être humilié. Quand on a eu affaire au psychiatre, on est assez vite humilié. Donc, oublions cet aspect d'humiliation, c'est pas important. Ce qui est important, c'est il va falloir mettre justement mon fils dans une institution. Et là, on se dit, non, je veux pas. Et là commence la bataille. Contrairement à ce que tout le monde me dit, je pense qu'il peut travailler. Et donc, c'est la chose que nous avons faite, avec notamment l'appui de la GFIP, en travaillant avec les gens qui s'occupent, au contraire, des autistes de très haut niveau, chez Auticonsult, puisque les consultants d'Auticonsult ne sont pas des autistes qui vivent facilement, mais sont des autistes de très haut niveau intellectuel. À haut potentiel. À très haut potentiel. Pas tous haut potentiel intellectuel, c'est-à-dire le haut potentiel intellectuel, c'est un QI supérieur à 130. Non, mais sauf qu'ils ont une aptitude. Mais c'est des personnes qui, en effet, a priori, n'ont pas de déficience intellectuelle avérée telle qu'on l'évalue en ce moment. Et c'est 70%, hein, normalement, depuis 2017, les chiffres, 70% des personnes du spectre n'ont pas de déficience intellectuelle associée. Et on a la preuve aujourd'hui que 100% du spectre, a priori, a des capacités de travailler parce que c'est une situation. qui permet à une personne de travailler et de mettre en place ses compétences. C'est pas forcément, on peut ou on ne peut pas. C'est en fonction de l'environnement et c'est la rencontre entre un environnement, des personnes, des compétences. Oui, c'est le cas. C'est là où la bataille a commencé pour vous, excusez-moi, parce que vous avez dit, je tourne le dos à l'institution qui veut mettre mon fils dans cette espèce de centre, de ghetto, parce qu'il y a une forme de ghettoisation. C'est un mot que j'utilise beaucoup. Et vous dites, je vais me battre, et donc vous vous êtes battu, et l'association est née. Et donc l'association est née, et puis surtout, on n'était pas certain que ces jeunes pourraient travailler. Mais il s'avère qu'ils peuvent travailler, il s'avère qu'ils travaillent très bien, ils ont plutôt une productivité supérieure à la moyenne. Qui est un pied de nez à tous ceux que vous aviez rencontrés avant. Qui m'ont dit ils pourront pas travailler. Donc c'est ça. Et donc là, derrière, on se mobilise tous pour dire, là, il y a une masse de gens très importante qui aujourd'hui sont hors du travail, et notamment les 95% dont vous parliez. Et les 95, c'est une estimation, parce que compter le nombre d'autistes qui ne travaillent pas, c'est très très compliqué, parce qu'il y en a beaucoup qu'on ne connaît pas. Mais ceci dit, c'est l'estimation communément admise. Didier Sertier, juste un mot, parce que dans le monde des valides, on a toujours tendance à parler des personnes en chaise roulante, handicapées physiques, c'est visible.
l'autisme, c'est une maladie particulière, c'est quoi? D'abord, c'est pas une maladie, vous allez me reprendre, j'en suis sûr. Comment ils sont situés justement dans cet univers, dans le monde du travail, dans leur intégration dans la société? Est-ce que vous voyez ma question? Parce que cette question, elle dépasse le handicap physique, purement physique. D'ailleurs, je ne vais pas catégoriser les personnes. Voilà. Comme on le disait tout à l'heure. J'étais sûr que vous alliez me dire ça. Comme on le disait tout à l'heure, il y a plein de formes de handicap. Moteur, sensoriel, cognitif, psychique, mental. Et là, j'essaye encore de les catégoriser un peu, mais c'est juste pour expliciter un peu les choses. Mais ne le faisons pas. Chacun a sa place dans l'entreprise. C'est une question de compréhension, de savoir travailler avec le collectif, le manager, l'environnement de travail. C'est ce qu'il nous faut. Nous adapter. Mais vous, et pas que les personnes s'adaptent à leur environnement. J'ai été repris par Jean-François Dufresne, je lui ai dit les DRH, mais quand même vous les rencontrez, les DRH. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la GFIP, l'institution, je dirais, d'État, j'imagine vous faites des petites tables rondes avec les DRH, vous leur dites comment on peut faire, comment on peut organiser les choses. J'imagine que vous allez chercher de l'information chez eux. Alors, on travaille avec beaucoup de monde, on travaille avec évidemment les responsables d'entreprise, on travaille beaucoup avec les ressources humaines et notamment aussi, alors c'est pas que ressources humaines, mais ce qu'on appelle aujourd'hui les référents handicap dans les entreprises, qui sont là pour accompagner les équipes, accompagner l'ensemble de l'entreprise à savoir mieux intégrer le handicap, à faire l'ensemble des actions nécessaires, de la sensibilisation, du recrutement, faire en sorte que les gens puissent continuer à conserver leur emploi quand elles ont une évolution d'environnement, le maintien dans l'emploi, comme on l'appelle, et puis le recours aussi évidemment à la sous-traitance, mais c'est dans la palette globale des choses qui peuvent être faites. Florent Thiébaut, juste sur ces jeunes qui sont pas... Vous vouliez terminer? Non, mais j'ai tellement de choses à dire, je vais pas... Voilà. Non, et ces gens-là, on les accompagne. On a d'ailleurs un réseau de référents handicap pour qu'ils permettent de les former, qu'eux-mêmes développent des outils entre eux pour permettre finalement de trouver des solutions toujours plus innovantes pour faire en sorte que justement on arrive à réussir cette entreprise réellement inclusive qui répond à sa responsabilité sociale d'entreprise. Quelque part, il y a aussi ça. Et ça donne du sens à l'entreprise, ça donne du sens au collectif, ça donne du sens aux salariés, quel qu'il soit. C'est aussi ça le sens aujourd'hui de ce que l'on peut faire pour une entreprise fortement inclusive, de ce que propose M. Dufresne dans la manière de travailler avec ces politiques, ces publics-là. Très engagé, vous êtes d'accord? Bien sûr, voilà, mais ça permet aussi de sortir de clivage. Je voudrais juste revenir d'ailleurs 2 minutes sur cette... 30 secondes, vous avez raison, sur notre enquête. Ce qui nous a un peu surpris, c'est de voir à quel point les jeunes, alors qu'on pensait que les jeunes avec l'école inclusive étaient davantage en contact avec le handicap, eh bien, ils ont les mêmes préjugés encore aujourd'hui. Et c'est peut-être là un des messages forts de cette enquête aussi, c'est attention, malheureusement, cette ça veut dire quoi? culture, qu'il n'y a pas assez de personnes culture que l'on a aujourd'hui, elle écoles. est fortement ancrée encore chez nous. Et donc, il faut faire un travail dès le début, très fort, dans les écoles. Et encore avec les jeunes. Juste, il vous reste 30 secondes chacun. Pour vous, vos personnes, vos salariés autistes dans les entreprises, ça se passe très bien. Derrière, il y a un backup, il faut les accompagner, il y a besoin d'accompagnement. Comment ça se passe? On a mis en place un système dans la façon de vivre de coaching en fait individuel, mais qui n'est pas seulement un support individuel à nos consultants. On a un coach pour 8 à 10 consultants, mais qui est aussi un soutien auprès de l'entreprise, parce qu'il y a pas d'information. Voilà. L'idée, c'est non seulement de valoriser la valeur ajoutée de nos employés, parce qu'ils ont des compétences certaines, et on est un peu là-dessus. Dès qu'il y a un petit bug, dès qu'il y a un petit hop, le coach. On est beaucoup en France au niveau culturel sur... on tape sur le doigt de celui qui ne fait pas, qui ne va pas voir, de celui qui discrimine. Mais on n'a pas encore mis en place une stratégie, il me semble, à la fois communicationnelle et institutionnelle, de valorisation de la différence. On parle en termes de diversité. Comment apprendre à nos enfants plutôt à être curieux, plutôt que de lui dire non, ne le rejette pas, mais de lui dire mais va vers lui, parce qu'il va t'apprendre plus des trucs. Que celui qui te ressemble en tout point. Oui, je suis d'accord que le cliché un peu classique de la phrase de ne le rejette pas, qui met une négation dans la phrase d'ailleurs. Le psychanalyse, c'est pas très très bon. Avant de nous quitter, votre combat est loin d'être terminé, si je comprends bien. Vous êtes dans une sorte de... Il ne fait que commencer, monsieur. Il ne fait que commencer. J'espère que on va pouvoir développer en nombre l'inclusion des autistes dits sévères dans les entreprises, parce qu'il y a une cible extrêmement importante. Vous savez qu'il y a beaucoup d'autistes en réalité, et que ce qu'on fait pour les autistes doit pouvoir s'adapter à d'autres types de handicaps cognitifs, pas cognitifs plus que physiques ou sensoriels, parce que
pour faire venir une personne en fauteuil roulant, il faut essentiellement avoir des équipements, des accès. Oui, on est d'accord. Dans les lieux publics, dans les entreprises et ainsi de suite. Exactement. C'est un très beau combat qui doit être mené, mais c'est pas le combat des handicaps invisibles. C'est ça, le fameux débat des handicaps invisibles que je comparais tout à l'heure avec ces handicaps visibles. Je parlais des chaises roulantes. Voilà. Encore faut-il que toutes les entreprises soient aux normes. On n'a pas le temps, mais que les PME aujourd'hui sont un peu en retard. On le sait. Les grands groupes, dans leur construction récente, ont adapté les sites, mais pas forcément les petites entreprises, pas toujours adaptées à l'accueil. C'est culturel. C'est culturel. Ça sera le mot de la fin de Jean-François Dufresne. Votre association Vivre et Travailler Autrement, c'est très simple, allez sur Internet, vous serez pris en main, accompagné, si vous êtes des parents ou des entreprises, parce que, évidemment... Surtout des entreprises. Et puis, je remercie Didier Essartier, le directeur général de l'AGFIP, l'institution qui pilote avec cette semaine européenne de l'emploi des personnes handicapées. Allez voir cette étude sur le site de l'IFOP parce qu'elle est très très détaillée. Elle donne des indications entre les jeunes valides et les jeunes en situation de handicap. Je remercie Flora Thiebaud, psychologue clinicienne, cofondatrice d'Auti Consult, on l'aura compris, donc des consultants qui vont dans les plus grandes entreprises françaises. Et ça se passe pour le mieux du monde. On est d'accord ? Dans les technologies. Et dans les technologies. C'était un plaisir de vous accueillir sur ce plateau. On continuera et bien sûr à régulièrement s'intéresser, à suivre cette question de l'intégration des personnes handicapées dans les entreprises. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi. On va parler de l'alternance. Vous allez me dire, oui, mais ça c'est classique. Oui, mais l'alternance franco-allemande, oui, parce que les Allemands sont les rois de l'alternance. Et c'est vrai qu'ils ouvrent leurs entreprises aux alternants français. Et on va en parler tout de suite avec notre invité. Fenêtre sur l'emploi pour terminer notre émission et on s'intéresse aujourd'hui à cette campagne d'alternance lancée par la Chambre de commerce franco-allemande de commerce et d'industrie. Et on en parle avec Patrick Brandmeier. Bonjour Patrick. Bonjour. Merci de nous rendre visite sur le plateau de Smart Job. Vous êtes directeur général de la Chambre franco-allemande de commerce et de l'industrie. À Paris. Il y a bien sûr des chambres de commerce un peu partout dans le monde. D'abord, un petit mot sur cette 8e journée franco-allemande de l'apprentissage et de l'enseignement professionnel. C'était il y a quelques jours, ça avait démarré le 9 novembre. C'est quoi l'esprit ? C'est quoi l'idée ? C'est de dire aux jeunes alternants, de plus en plus nombreux en France d'ailleurs, tiens, allez donc voir ce qui se passe en Allemagne. Il y a aussi de très belles entreprises. Tout à fait. Donc il y a plusieurs aspects. Donc déjà, c'est faire rencontrer les professionnels qui sont actifs dans ce domaine, mais c'est évidemment aussi une très belle occasion à faire découvrir aux jeunes les possibilités de la formation et de l'apprentissage professionnel l'autre côté du Rhin, c'est-à-dire pour les Français en Allemagne, mais aussi pour les Allemands en France. Techniquement, comment ça marche ? Parce que nos alternants, et la France met le paquet. Vous avez remarqué qu'il y a un gros effort de fait depuis presque 2 ans sur l'alternance. Ça fonctionne. L'alternant signe son contrat. Comment il fait pour trouver une entreprise allemande ? Il se dit, j'aimerais bien aller en Allemagne, j'aimerais bien travailler ou faire une partie de mon alternance. Comment il fait concrètement ? Malheureusement, ce n'est pas le cas. Ah, voilà. C'est-à-dire le départ souvent est difficile parce qu'il a déjà la langue, il a déjà la culture de l'autre. Donc, ce n'est pas si facile que ça. Mais c'est pour cela, avec nos partenaires, donc, qui est l'OFAGE, l'Office franco-allemand pour la jeunesse et ProTandem, il existe de nombreux programmes pour accompagner ces jeunes qui ont envie de découvrir le voisin. Découvrir, on est d'accord. Tout à fait. Donc, ce qu'on propose concrètement, nous, par exemple, en tant que Chambre de commerce, c'est un programme de formation, ce qui s'appelle le chargé franco-allemand de développement. C'est-à-dire, le jeune, il est embauché en France, il travaille en France, mais par exemple dans une filiale allemande, et c'est à travers de cette formation et de ce travail au quotidien qu'il va découvrir petit à petit le voisin et qu'il reste, et il sera donc en relation avec l'Allemagne. Ce qui lui permet aussi, un jour, s'il a envie, de effectivement franchir le pas et d'aller vraiment travailler. Voilà, travailler de l'autre côté. Il y a effectivement la barrière de la langue. Il faut évidemment, quand on va travailler dans un pays étranger, il faut pratiquer la langue parce que sinon on ne comprend pas. Donc là, la proposition que vous nous faites aujourd'hui, c'est de donner déjà, c'est de goûter en fait. On goûte. Absolument. Et ensuite, éventuellement, on peut avancer sur l'idée d'aller travailler. Pour l'instant, c'est une découverte. Ça dure combien de temps ? 15 jours, 3 semaines ? Comment ça se passe ? Ça dépend des programmes. D'ailleurs, on a, à travers de cette 8e journée de l'apprentissage et de l'enseignement professionnel aussi, lancé le prix
à venir professionnels, d'ailleurs, qui visent à promouvoir cet échange franco-allemand dans le domaine de l'apprentissage. Et donc, il y a par exemple une catégorie des prix qui a été décernée à une CFA qui s'appelle Polivia à Alençon. Et avec son partenaire en Allemagne, BASF, le centre de formation de BASF à Ludwigshafen, qui propose donc un programme de 3 semaines de formation chez l'autre. C'est-à-dire, ça permet aux jeunes Allemands de découvrir pendant 3 semaines la France et aux jeunes Français pendant 3 semaines l'Allemagne. Et d'ailleurs, le cursus, il est très bien intégré parce que les jeunes vont ensemble découvrir en Allemagne le côté dans la chimie, donc entre le pétrole et la matière première, donc on va dire le plastique, tandis qu'en France, ils vont enchaîner à découvrir tous les produits qu'on peut donc faire avec ce plastique. Donc même le cursus sont intégrés. Toute la chaîne, du pétrole au plastique, jusqu'à l'utilisation de ce plastique dans des bouteilles, dans des objets divers et variés pour l'automobile. Alors, il faut quand même préciser que la marraine, c'était Muriel Pénicaud, la première marraine. Tout à fait, de ce prix. Vous évoquiez l'un des lauréats, le CFA de Polivia d'Alençon, mais il y a eu d'autres prix. Il y a eu le CFA des métiers techniques du spectacle vivant et de l'audiovisuel de Bagnolet. Et puis j'ai vu qu'il y avait le grand prix du jury qui a récompensé, alors cette fois-ci, très intéressant, un projet franco-allemand. Tout à fait. Mais c'est tous des projets franco-allemands. D'ailleurs, je voudrais aussi nommer le premier catégorie entre apprentis et école. Exact. Où nous avons donc décerné un prix à une école de mode à Berlin, avec leur lycée partenaire à Paris, Paul Poiret. Donc les jeunes qui ont mis sur pied un concept qui s'appelle la slow mode ou la slow fashion, donc qui vise et qui met sur le développement durable dans la mode, donc très contrasté par rapport à la fast fashion. La fast fashion, évidemment, qui est souvent critiquée, évidemment, pour l'utilisation d'un certain nombre de matériaux. Juste d'un mot avant de nous quitter, parce que vous représentez cette chambre de commerce et d'industrie. L'Allemagne était très en avance sur les Français en matière d'alternance. C'était une tradition allemande. Tout à fait, c'est une tradition, mais comme vous l'avez dit à juste titre, en Allemagne, comme en France d'ailleurs, on a du mal à recruter. Donc c'est pour ça, je pense, notre initiative fait sens, parce que finalement, ce n'est pas pour mettre en concurrence les deux pays, mais pour démontrer que nos deux économies font face au même défi, c'est-à-dire recruter les jeunes talents de demain. Et ce n'est pas seulement le cursus universitaire qui est donc la voie royale. Donc c'est très bien aussi l'apprentissage et l'enseignement professionnel qui peut être une voie pour le jeune pour évoluer. Et l'alternance. Merci Patrick Brandmeier, directeur général de la Chambre franco-allemande de commerce et d'industrie, avec cette initiative qui va se poursuivre évidemment, parce que allez sur le site évidemment de la Chambre franco-allemande si vous voulez avoir des renseignements concrets, pour savoir comment vous pouvez faire pour déjà aller découvrir un autre pays, en particulier l'Allemagne. C'est un vrai plaisir de vous accueillir pour terminer cette émission. C'est terminé, on se retrouve demain évidemment. D'ici là, portez-vous bien. Je remercie toute l'équipe, Benjamin à la réalisation. Je remercie notre ami au son, Saïd. Je remercie Fanny Griesmer et Margot Ruot. On est très en retard. À demain. Bye bye.